خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم نازل في اللون والسلام عليكم. Il y a un discours dominant en Algérie qui propage le fatalisme, la soumission volontaire, qui propage le défaitisme et le je m'en foutisme et l'indifférence. Ce discours est essentiellement lié aux élections présidentielles anticipées du 7 septembre 2024. Le discours dominant il est propagé par le régime algérien actuel, par ses partisans, par ses appareils propagandistes, par ses proches. Goulek c'est foutu. Le deuxième mandat il est acquis. Les élections, c'est même pas la peine de s'y intéresser. Ça va passer comme une lettre à la poste. Abdelmajid Tebboune va faire son deuxième mandat. Il n'y a ni opposition. L'opposition, elle est émiettée, elle est étouffée, elle est réprimée. Il n'y aura plus le Hirak comme en 2019. Ça passera comme prévu. Mais il n'y aura aucun rebondissement, aucune surprise. Et c'est pas la peine de vous fatiguer. Et moi, vous vous soumettez. Pour ceux qui sont à l'étranger, par exemple, les opposants à l'étranger, ou surtout. Vous fermez vos gueules et vous rentrez en Algérie, ou là vous restez éternellement en exil, et plus personne n'entendra parler de vous, plus personne ne va vous tolérer, ne va vous accepter. Mais c'est foutu, le régime il est souverain, il est fort, il est puissant, il a une feuille de route, il va l'appliquer, il veut du deuxième mandat, il va appliquer le deuxième mandat, et rien ne pourra changer quoi que ce soit. Ça c'est le discours dominant. Est-ce que ce discours dominant il est vrai? Alors, certains faits lui donnent raison. Sauf que j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un élément fondamental. Que dans la politique, dans un pays comme l'Algérie, il n'y a jamais de certitude, qu'on n'est jamais à l'abri de rebondissements et que surtout, il y a trois éléments très importants. Il y a des rebondissements parce qu'il y a des composantes, le régime algérien, il y a toujours des pactes d'alliance, il y a toujours des unions et qui peuvent être rompus, qui peuvent être modifiés. Mais surtout, il y a un troisième élément important, c'est la colère. C'est la colère de la populaire silencieuse des Algériennes et des Algériens. Le régime a toujours sous-estimé la population algérienne. Le régime domine. Il est au pouvoir, il monopolise les centres de décision. Mais voilà, il y a eu des mouvements de révolte importants dans l'histoire du pays. Octobre 88, printemps berbère 1980, printemps 2001, les émeutes de 2011, le Hirak de 2019. Il y a eu pas mal d'histoires et d'étapes dans la contestation populaire en Algérie. Ce qui fait que les Algériennes et les Algériens ont toujours été des éternels révoltés. N'ont jamais été un peuple soumis. Et le régime, à chaque fois qu'il y a une révolte populaire, il fait des concessions. Ouverture démocratique, pluraliste, après octobre 88, reconnaissance de la langue berbère, et effort permanent pour la réhabilitation de la culture, de l'identité amazigh après 1980 et surtout après 2001. Gestion, notre renforcement des dépenses au sein de l'État pour faire reculer la pauvreté et les inégalités après les émeutes de 2011. On a vu ce qui s'est passé à la crise politique de 2019, elle a modifié les rapports de force, pas forcément en faveur de la démocratie et du changement en Algérie, ça c'est sûr, mais elle a obligé le régime à procéder à des changements et à des purges. Les Lyon, les partisans de cette pensée, les collègues, tout est foutu, c'est bon, les Algériens et les Algériens ont peur, sont des dominés, par des dominants qui sont les dirigeants actuels, et que les élections vont se passer exactement comme le prévoit le régime actuel, que le deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste, qu'il n'y aura rien ni maintenant ni après, que tout est plié d'avance, que les dés sont jetés, et que voilà, tout est perdu, et que le pouvoir va finir par gagner. Alors, méfiez-vous de la colère silencieuse des Algériens et des Algériens. Rappelez-vous, en février 2019, quand Abdelaziz Bouteflika et son clan, Abdelaziz Bouteflika était dans un état lamentable, il était pratiquement absent, il était fantomatique à cause de l'aggravation de son état de santé. Mais début février, avant le Hirak, début février vers le 10, si vous vous rappelez, le 10 février, une semaine après le Hirak, entre début février et début mars. Le clan Bouteflika était persuadé que le Hirak ne pourra pas l'empêcher de ce cinquième mandat. D'ailleurs, rappelez-vous, dans le dossier de candidature présenté par Abdelmajid Tebboune à l'époque au Conseil constitutionnel pour valider sa candidature aux élections présidentielles qui avait été annulée par la suite en avril 2019, Abdelaziz Bouteflika avait mis 5 millions de parrainages. Il y avait 5 millions de parrainages. C'est quand même impressionnant, ça veut dire que 5 millions de personnes ont signé, plus 19 700 parrainages d'élus. T'as les mairies, les APUI, les APC, etc. Mais 5 millions, plus de 5 millions d'Algériennes et Algériens ont signé pour être d'accord avec le cinquième mandat de Abdelaziz Bouteflika.
Bon, l'affaire, les parrainages, elle a fait ensuite, c'est une affaire de corruption, 2023, 2022, ils ont convoqué, ils ont fait, au tribunal de Sidi Mohamed, ils ont fait une instruction pour que c'est une affaire de corruption, c'était pas vrai, il n'y avait jamais eu 5 millions de citoyens. Le contraire n'a jamais été prouvé. Ils ont convoqué Bedoui, ils ont convoqué Daïbelo, ils ont, Sidi Saïd, ils ont auditionné, tous les membres du staff à l'époque pour la campagne électorale pour le 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika, mais rien n'a été prouvé jusqu'à maintenant. Il n'y a eu aucune preuve que les 5 millions de signatures n'ont pas existé. Moi, toutes les sources à qui j'ai parlé à l'époque et à qui je continue de parler aujourd'hui, même les sources qui étaient impliquées dans la récolte, le recueil de ces 5 millions de parrainages, m'ont tous certifié que ces signatures étaient qu'il y avait 5 millions de personnes qui ont validé, qui ont été d'accord, qui ont donné leur voix pour dire que nous voulons qu'Abdelaziz Bouteflika soit candidat aux élections présidentielles d'avril 2019. Nous sommes en 2019. Nous sommes, déjà, les signatures ont commencé avant le Hirak du 22 février. Ils ont été déposés juste à la fin du mois de février ou là au début du mois de mars. Jusqu'au 3 mars, la campagne électorale pour le 5e mandat battait son plein. Il faut attendre la mi-mars pour qu'Abdelaziz Bouteflika abandonne son projet des élections. Rappelez-vous de ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé pendant les événements. Voilà, c'était le 12 mars. Voilà, le 12 mars, Abdelaziz Bouteflika a renoncé à briguer un 5e mandat. Mais du début février, du 10 février, lorsqu'il a annoncé sa candidature, jusqu'au 12 mars, il y a eu toute une étape, il y a eu un staff de campagne, des moyens qui ont été débloqués, des signatures qui ont été récoltées. Et les 5 millions de signatures existaient réellement. Il y avait vraiment 5 millions de personnes qui étaient pour le 5e mandat. À l'époque, on pensait que c'était acquis. Quand on a vu les signatures, où Djabouham dans des camions, Ali Haddad, Tahkout, tous les oligarques à l'époque du clan qui était proche du clan Bouteflika et des amis de Saïd Bouteflika avaient mobilisé des moyens importants pour faire passer ce 5e mandat, pour soutenir le 5e mandat. Ils avaient même mis à la disposition du staff de l'équipe de campagne du 5e mandat des fourgons, des véhicules utilitaires neufs, flambant neufs pour transporter à eux les cartons contenant les 5 millions de voix. À l'époque, on disait exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Que c'est foutu, que le 5e mandat était une affaire conclue, que les manifestations, même si elles venaient à se propager sur l'ensemble du territoire national, elles ne pourraient pas bloquer le 5e mandat de Bouteflika, et que les élections vont finir par avoir lieu, et qu'en avril 2019, au lendemain du scrutin, Abdelaziz Bouteflika va être reconduit pour un 5e mandat successif, et qu'on ne peut rien changer, on ne pourra rien faire. Que c'est perdu d'avance, que le peuple va perdre ce bras de fer face au régime. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement le contraire. Entre le 22 février jusqu'au 12 mars, il y avait jusqu'à pratiquement, même jusqu'à la date de l'abdication, jusqu'au 4 avril, quand Abdelaziz Bouteflika, il a abdiqué, on a été filmé, etc. C'était en 2019. Et à ce moment-là, jusqu'au début avril, il y avait 13 millions de personnes dans les rues. 13 millions de personnes algériennes, d'individus, de manifestants, ont investi les rues des plus grandes villes du pays. Voilà, c'était le 2 avril. Voilà, le 2 avril, Abdelaziz Bouteflika, il a abdiqué. Il y a eu donc cette fameuse cérémonie, il a remis sa démission, Ben Salah. Rappelez-vous le visage de Ben Salah qui était le conseil qui est devenu qui est devenu chef de l'État par l'intérim. Il était impressionné, il s'attendait pas. Personne ne s'attendait à ce que Gaïd Salah et l'armée profitent du Hirak pour renverser Bouteflika et pour opérer un coup d'État chirurgical, on va dire ça. Abdelkader Ben Salah, les visages, comment il était sinistre, comment il était pâle, comment il était choqué par la tournure des événements. Il s'y attendait pas et il se retrouve donc lui-même président de l'État algérien par intérim pendant une période qui a duré, rappelez-vous, jusqu'aux élections présidentielles du 12 décembre 2019.
Mais tout a été chamboulé, tout a été bouleversé en l'espace de quelques semaines. On a rapidement, au départ, jusqu'au 12 mars, on était convaincus que c'est bon, le cinquième mandat a été acquis. Et ben, fin mars, début avril, tout a changé. Et l'Algérie a connu l'un des bouleversements majeurs dans son histoire contemporaine. Bien sûr, ce qui s'est passé en 2019 est très différent de ce qui se passe actuellement en 2024. Et je ne suis pas en train de vous dire qu'il y aura 13 millions de personnes qui vont potentiellement manifester d'ici septembre 2024. En fait, je ne peux dire ni ça sera possible, ni ça sera impossible. On n'en sait rien. Personne n'a pu prévoir le Hirak de 2019. Personne. Mais qu'est-ce un expert? Moi, j'étais un très bon connaisseur de l'Algérie, je ne m'y attendais pas. Mais personne ne s'attendait à cette explosion de la colère populaire. On s'attendait à des manifestations, à potentiellement des émeutes, mais qui étaient localisées. On s'attendait à ce que la Kabylie se révolte. Mais on ne pensait pas qu'il y aurait un Hirak de telle ampleur, avec une ampleur nationale et avec autant de monde. 13 à 14 millions de personnes un vendredi, les vendredis entre mars et avril, début avril 2019, c'était impressionnant. Oh, c'était l'Est, le Sud, l'Ouest, tous des millions d'Algériennes et d'Algériens ont investi les rues. Et c'était inattendu, personne n'a pu le prévoir. On a pu l'expliquer. Il y a des conditions économiques, sociales et politiques qui peuvent expliquer le Hirak, la crise de succession de Bouteflika, l'humiliation que ressentaient les Algériens de supporter encore un président qui était absent, qui était fantomatique et qui était impotent et impuissant, les conséquences de la crise économique qui a commencé avec le choc pétrolier de 2014, notamment avec la chute des prix du baril du pétrole en 2014 et 2016, et le fait que l'Algérie a commencé à perdre son aisance financière et sa capacité de financement des services publics, le financement de la création d'emplois et des richesses à partir de 2016, il y a eu des conditions économiques et sociales et politiques qui expliquent le Hirak. Mais personne n'a pu le prévoir. Personne n'a pu le prévoir. Et aujourd'hui, personne ne peut prévoir ce qui va se passer d'ici septembre 2024. Vous savez, la sociologie humaine n'est pas une science exacte. Quand on travaille sur la psychologie ou sur la sociologie, c'est-à-dire sur le comportement social et psychologique des individus, des groupes collectifs, ce n'est pas une science exacte. C'est pas de la biologie, c'est pas de la chimie. Il n'y a pas les mêmes causes produisent les mêmes effets. Non. Il y a les comportements humains, il y a une dimension spirituelle, il y a une une dimension psychologique qui fait en sorte que les événements changent changent de leur cours, la dérapent ou la soient transformés ou la soient modifiés. C'est selon. C'est selon كل واحد وكيفاش على حساب chaque société, على حساب les conditions historiques, matérielles et politiques, les peuples et les populations agissent de façon toujours imprévisible. Et les Algériennes et les Algériens sont encore plus imprévisibles que les êtres humains en général. L'Algérien est imprévisible. L'Algérien, il a une colère silencieuse. L'Algérien, il peut supporter le Hogara pendant des années, mais quand il explose, il explose. 2019, de 2011 à 2019, on a eu quand même presque une décennie. 9 ans. Presque 9 ans. Pendant 8 ans, il s'est rien passé. Le quatrième mandat, il est passé comme une lettre à la poste. Il y avait quelques dizaines de manifestants avec le mouvement par la quête. Mais il y avait toujours cette colère silencieuse. Cette colère silencieuse qui montait, qui montait. Mais à un moment donné, il explose. Et quand ça explose, ça donne un mouvement de contestation extraordinaire. Ça n'était pas violent en 2019, c'était très civilisé, très policé, c'était très raffiné, c'était exceptionnellement civilisé, exceptionnellement discipliné, mais on ne sait pas ce qui va se passer après. Parce que la colère populaire, quand un peuple n'est pas écouté, quand il est trop ignoré, quand il est trop méprisé, quand il est trop persécuté, on ne sait pas comment il va se comporter. Il pourrait se comporter de façon civilisée, comme il peut se comporter cette fois-ci de façon violente. Mais quoi qu'il arrive, le peuple ne restera pas éternellement silencieux. À un moment donné, la colère populaire va émerger sous plusieurs formes. Ça peut être des grèves, ça peut être des mouvements syndicaux, ça peut être des mouvements de contestation populaire, ça peut être des mouvements estudiantins, mais il faut jamais sous-estimer la colère populaire. Et elle est là, la colère populaire. Elle est là, on la ressent. Elle est visible. Les Algériens en parlent sur les réseaux sociaux. Ils en parlent dans les rues. Ils ont peur de la répression. Beaucoup ont peur de la répression, mais beaucoup aussi expriment et n'ont pas peur.
qu'il y a une majorité qui est silencieuse, qui parle, qui dit que le pays va mal, qui dit que le pays va dans la mauvaise direction, que nous souffrons de mauvaises conditions de vie, que nous souffrons de la cherté de la vie, que nous souffrons de la paupérisation, que nous souffrons de la malvie, que nous souffrons de la pauvreté, que nous souffrons du chômage massif, mais ils trouvent pas les solutions. Pour le moment, en 2019, les Algériens ont décidé d'investir la rue. Aujourd'hui, ils l'ont pas encore décidé, peut-être parce qu'ils se disent qu'on l'a déjà fait en 2019, que ça n'a servi à rien, que peut-être il faudra trouver un autre mode de contestation. Mais quoi qu'il arrive, les Algériens à un moment donné vont s'exprimer, vont parler, vont prendre position. Ils ne vont pas continuer à rester silencieux éternellement. Et c'est pour ça que je mets des partisans du discours dominant. Ils disent que c'est foutu, le peuple il est démissionnaire, le deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste. Ce n'est pas du tout sûr. On n'est pas à l'abri d'un rebondissement d'ici septembre 2024. Et même juste après, même peut-être après, mais en tout cas le peuple ne restera pas soumis comme ça. Ne restera pas vraiment soumis. Elle dit la soumission, parce que le régime algérien aujourd'hui, il bombe le torse. Nous contrôlons le front intérieur. Exactement comme disait Ahmed Ouyahia, nous contrôlons la rue. Tebboune et Jmaadou, nous contrôlons le front intérieur. D'ailleurs, je pense qu'ils le disent pas parce que ils sont beaucoup plus méfiants. C'est pour ça qu'il y a Abdelmajid Tebboune essaie de draguer la Kabylie, il envoie aller à un ministre de l'Industrie en Kabylie pour acheter, pour financer ENI, pour lancer des projets de développement local. Il veut aller en Kabylie parce qu'il sait très bien que le Hirak en 2019 a pris naissance, même s'il a l'esprit a commencé un peu ailleurs à Khanchna, mais l'organisation du Hirak, l'esprit de la contestation est réellement né à Kharrata, en Kabylie. Donc, il essaie de se rapprocher de la Kabylie, de faire des efforts, d'augmenter les salaires, de débloquer les importations, de diminuer les pénuries des produits alimentaires. Il essaie de juguler la colère sociale. Il fait des promesses, il rassure. On voit que la répression, plus ou moins, elle a baissé. Voilà, là, on n'est plus dans cette répression massive, brutale, quotidienne, telle qu'elle a été menée en 2023 et en 2022. On sent que le régime cherche l'apaisement, il cherche la négociation, il cherche tout simplement à organiser des élections dans un contexte le plus paisible, le plus serein possible pour lui. Parce qu'il sait que même s'il le dit publiquement, même s'il propage un discours dans lequel il dit que c'est réglé, c'est foutu, l'opposition ne pourra rien faire, la contestation populaire ne va pas jouer un rôle majeur comme en 2019, et le deuxième mandat va passer comme une lettre à la poste, mais il sait qu'au fond de lui, il a toujours une peur, il a toujours une angoisse, il a toujours une incertitude par rapport à la colère silencieuse de la population algérienne. Les tenants, les vrais cerveaux du régime algérien, à la peine. Parce que les Algériens sont imprévisibles. D'ailleurs, pourquoi ils ont anticipé les élections présidentielles? Si ils avaient la certitude que tout allait se passer comme prévu, que tout allait se dérouler comme prévu. Mais ils vont pas anticiper, ils vont pas changer le calendrier électoral. Ils vont attendre jusqu'à la fin du mois de décembre, la fin du mandat présidentiel de Tebboune, où ils déroulent les élections. Au moins, ils ont anticipé le calendrier électoral. Ils ont fait d'ailleurs comme un certain l'a fait dictateur égyptien Sisi, parce que pour justement essayer d'anticiper la rentrée sociale de 2024 qui sera extrêmement lourde, avec une inflation toujours plus élevée, avec un chômage plus élevé, avec un échec de la politique de redressement économique du pays, avec potentiellement des risques d'une grande explosion de la colère populaire. Parce qu'en été, il y a quand même la nonchalance, il fait très chaud, même pendant 2019, lors de la crise du Hirak, lors de la crise politique de 2019, les manifestations du Hirak en 2019 étaient extrêmement faible pendant le mois d'août, parce que le mois d'août, les grandes villes se vident, il y a pas, les universités se vident, les écoles se vident, les lycées se vident, la fonction publique les administrations de la fonction publique se vident. Donc c'est tout à fait naturel qu'il y a une torpeur estivale, il y a une nonchalance qui s'empare de la société, comme dans tous les pays, notamment les pays chauds. Pendant les mois d'août, c'est un mois qui est creux, un mois où toutes les activités et l'année tournent très au ralenti. C'est pour ça qu'on modère la campagne fait août, les élections fait septembre, pour épargner, pour ne pas subir un éventuel scénario de protestation populaire qui pourrait commencer à la rentrée sociale. Ça veut dire à la mi-septembre et à la fin du mois de septembre. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils ont peur, que le régime a peur, qu'il sait très bien qu'il y a un risque d'explosion de la colère populaire et qu'il y a cette colère silencieuse dont il se méfie énormément. Donc, ben là que le deuxième mandat va passer, ben là que les élections auront lieu avec un grand taux d'abstention, avec un désintérêt global et général. Mais ça ne signifie pas que le régime a gagné pour autant la partie, ça ne signifie pas pour autant que le régime a gagné définitivement. Il n'est pas à l'abri d'une crise, d'une révolte populaire, d'une crise de contestation. Il n'est pas à l'abri de la